Eh oui, vous avez enquêté, ouais, vous avez enquêté. Radio Béton à Tours, ça me fait remonter loin, ça. C'est la première radio sur laquelle j'ai sévi. J'étais au lycée, j'étais en première. Et mon père avait une émission sur cette radio le dimanche qui s'adressait à la communauté antillaise de Tours. Et moi, je faisais le JT des Antilles sur cette radio. Voilà, je récupérais un hebdomadaire qui s'appelle France Antilles et je rédigeais mon petit flash qui durait à peu près 5 minutes. L'un des tout meilleurs pour moi et surtout un sportif qui m'a fait rêver quand j'étais ado. Parce que c'était vraiment la superstar, c'était un peu un super-héros, il volait, en tout cas il donnait l'impression de voler, il avait du charisme, il avait la coupe de cheveux que j'ai adoptée quelques années plus tard, non je rigole, mais c'est vrai que Michael Jordan et les Chicago Bulls, c'est un souvenir et une époque qui sont très chers à mon cœur. À la différence de Michael Jordan, lui, j'ai eu la chance de le rencontrer, de l'interviewer. C'était en 1998, me semble-t-il. Et c'est un grand monsieur de l'histoire, même de l'humanité. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'on a eu la chance à la Martinique, qui est un tout petit pays, qui est une toute petite île, d'avoir 3 hommes, 3 intellectuels qui ont vraiment projeté le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, et ça, ils l'ont fait dès les années 50. On a évidemment Aimé Césaire qui, dès les années 30, avec la négritude, a redonné une place aux Noirs dans l'humanité. On a Frantz Fanon qui a beaucoup travaillé sur la colonisation et l'impact psychologique que ça avait sur les êtres colonisés et leur descendance. Et puis on a aussi Édouard Glissant qui, lui, avec le tout monde, a théorisé dès les années 50-60 la mondialisation, le métissage global et le fait qu'on allait devoir apprendre à vivre ensemble, à se mélanger et à communiquer. Donc avec cette trilogie-là, je trouve que la Martinique a fait très fort. Cette aventure, je la définirais comme d'une grande richesse, avec tout ce que ça apporte comme belles rencontres, belles énergies, mais tout ce que ça apporte aussi comme difficulté et comme ce que l'on peut apprendre sur soi de sa capacité à aller au bout d'un projet aussi complexe, aussi difficile parfois, sur l'abnégation qu'on peut avoir et la force de conviction qu'on peut avoir pour ne jamais lâcher dans des moments difficiles. C'est une expérience pour moi et je veux aussi pouvoir en témoigner auprès de personnes qui seraient confrontées à des difficultés dans leur projet. Il faut toujours essayer de regarder l'horizon et pas les pierres qui sont devant ses pieds pour continuer à avancer et pour aller au bout. En immersion, ça a été une forme de commencement dans la mesure où les univers que j'ai explorés dans Immersion m'ont servi à écrire le scénario de Fracture. Après, à l'époque où je faisais Immersion, je ne me projetais pas du tout dans la fiction et je ne me disais pas un jour je vais faire un film. Ça c'est vraiment un copain qui m'a donné cette idée-là et à partir de là, tout s'est enclenché dans l'écriture, dans ma tête, pour arriver au scénario de Fracture et j'ai puisé très largement, effectivement, dans l'expérience en immersion pour écrire. C'est vrai qu'au tout début de ma vocation de journaliste, je ne sais pas pourquoi à l'époque, parce que je n'étais pas spécialement cinéphile, mais j'aimais bien l'idée d'aller au cinéma, donc de passer du bon temps et après de travailler sur ce que j'avais vu. Donc, ouais, je voulais être critique de film, c'est vrai. Oui, Mathilde, c'est quelqu'un qui nous a tous marqués. D'ailleurs, dans l'histoire de 7 à 8, alors ce que moi je voudrais dire d'abord sur le journalisme, parce que j'en ai rencontré un hier, un grand reporter, quelqu'un qui a fait une grande carrière, et je me suis vraiment reconnu dans lui parce que moi je ne voudrais pas qu'on oublie que les journalistes sont d'abord des gens sensibles, c'est des gens qui s'intéressent aux autres, et c'est des gens qui n'acceptent pas l'inacceptable, et qui, leur façon de combattre ça, c'est d'en témoigner et c'est de le montrer. Et il y a plein de reporters qui font ça dans 4 coins du monde, qui vont dans des situations, voir des gens en difficulté. Et les enfants, c'est quelque chose qui touche particulièrement beaucoup d'entre nous. Et c'est vrai que dans 7 à 8, on a été particulièrement touchés par l'histoire de Mathilde,
qui s'est bien terminé, hein, on l'a montré, mais cet enfant est extraordinaire et on a pas mal d'enfants dans l'histoire de 7 à 8 qui nous ont marqués. Barcelona 92, ce sont les Jeux Olympiques de Barcelone. J'ai eu la chance, en tant qu'étudiant journaliste, de pouvoir faire mon stage de fin de première année dans ce cadre-là, hein, puisqu'il y avait de jeunes journalistes qui racontaient la vie d'un campus qui avait été mis en place pour tous les élèves hôteliers de France et d'Espagne qui servaient au village olympique, qui préparaient la cuisine aussi, qui aidaient à préparer la cuisine des athlètes. Il y avait ce grand campus et nous on racontait la vie, on était 5 ou 6 journalistes et on racontait la vie de ce campus. Et donc c'est un moment évidemment extraordinaire, où d'ailleurs j'ai croisé de loin Michael Jordan pour y revenir, puisqu'il y avait à l'époque la Dream Team de basket avec Magic Johnson, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, enfin une équipe incroyable. Et j'ai plein de souvenirs très très forts de ce moment-là. Je suis vraiment pas très à l'aise effectivement dans le vide, j'ai le vertige. Après, je suis arrivé à le combattre pour des séquences, notamment en immersion, ou pour le boulot, vous n'avez pas le choix. J'ai dû par exemple monter, c'était l'immersion avec les agriculteurs bretons, les producteurs de lait breton. J'ai dû monter sur un silo qui devait faire 20 mètres de haut, sur une échelle verticale. Et là, tu es obligé d'y aller parce qu'il faut que tu tournes la séquence. Mais c'est vrai que je n'aime pas le vide, je ne suis pas à l'aise. Ouais, Denzel Washington, l'une de mes plus belles rencontres professionnelles, puisque j'ai eu la chance de le recevoir sur le plateau du 20h. Et ce qui est incroyable avec Denzel, au-delà de ce qu'il peut dégager à l'écran, ce qu'il peut incarner à l'écran, c'est ce qu'il dégage en vrai. Et petite anecdote, quand le soir où il est venu, moi je suis passé en salle de maquillage et on a une petite salle très sympa où attendent nos invités. Et en rentrant dans la salle, lui, il y avait des gens en face de moi et lui, il était contre le mur sur le côté. Donc je ne le voyais pas, je ne pouvais pas le voir et je l'ai senti. J'ai senti qu'il était à ma gauche, donc je me suis tourné, je lui ai dit bonjour et le type dégage un truc incroyable. Il t'a dit bonjour juste après. Et juste après le journal, j'ai un pote, parce que j'avais invité 2 potes, on reçoit Denzel Washington, on invite quand même des potes qui sont fans. Et j'ai un de mes potes qui est un peu dingue et qui lui a proposé de venir dîner avec nous, ce qu'il a accepté étonnamment, et on a passé une très très bonne soirée ensemble à échanger. Mais oui, vous avez enquêté, ouais, vous avez enquêté. Oui, c'est de la musique que j'adore et ces 3 artistes font partie des artistes que j'apprécie le plus, avec une petite mention particulière pour Cameo, parce que Cameo, c'est mes grands cousins. Alors moi, petit, j'étais à Tours et je venais voir mes grands cousins en région parisienne. Et c'est mes grands cousins qui, dès le début des années 80, moi j'étais gamin, hein, je devais avoir 12, 13 ans, 14 ans, qui m'ont fait découvrir Cameo et qui m'ont initié à ce son que je ne connaissais pas et que j'ai tout de suite adoré. Donc Cameo, je pense que c'est l'un des premiers groupes dont j'ai vraiment été fan. Oui, c'est vrai que Evelyne, je l'ai rencontrée avant 2006, c'était au début des années 2000. J'étais à l'époque, je faisais des remplacements à France Bleu, dans les stations France Bleu, en région. Et par un système qui serait trop long d'expliquer, j'arrive à la météo de TF1 et je fais 3 jours de formation pour la météo de TF1 qui se passe hyper bien. Evelyne est charmante, Catherine Laborde est charmante. Voilà, ils veulent me recruter au final pour la météo. Ce que je voulais, à côté de ces vacations météo, c'était de pouvoir continuer à faire mon métier, journaliste, sur LCI, ce que le patron des LCI de l'époque a refusé. Donc j'ai refusé le poste. Et grand bien m'en a pris, puisque 6 ans plus tard, je suis revenu pour remplacer PPDA sur le journal de 20h de TF1. Kosei Inoue, qui est après Teddy Riner, qui est le #1, l'un des judokas qui m'a le plus impressionné parce que d'une efficacité redoutable. Ce judoka gagnait 80% de ses combats par ippon et avec la même technique. C'est-à-dire que tous ses adversaires savaient qu'il y avait cette technique, qu'il fallait s'en méfier, qu'il fallait faire hyper attention. Et il la faisait tellement bien qu'il trouvait toujours un moment pour la placer et pour marquer ippon avec. Et ça, c'est extraordinaire.
Et c'est vrai que c'est un grand judoka. Alors lui il faisait Uchimata, c'était sa technique favorite, entre autres, hein, il en faisait plusieurs, Uchimata. Moi j'étais plus sur des techniques d'épaule, avant-arrière, puis aussi des techniques de jambes, j'ai des grandes jambes, je m'en servais un peu. Mais rien à voir avec la maestria de Kosei Inoue, qui était vraiment, enfin c'était un spectacle, hein. Quand vous alliez voir un combat d'Inoue, vous attendiez le moment où il allait coller son adversaire sur le dos, donc c'était assez impressionnant. Justement, où il avait enchaîné toutes les victoires. Ouais, notamment à Bercy où j'étais allé le voir, je l'ai vu à deux ou trois reprises, et à chaque fois, il était impressionnant. Merci beaucoup. Merci.